plus on verbalise, plus on doit formaliser tout ça, plus ça s'effrite. C'est en tout cas ce que je ressens en fait. Mais je suis aussi conscient que pour des gens, c'est important que ce soit verbalisé pour qu'on ait une compréhension commune de là où on va. Et alors l'agilité nous aide là-dedans parce que l'agilité fait qu'on peut parler de quelque chose et on peut le changer par la suite. On peut itérer, on peut modifier, on peut faire faux. On a le droit à l'erreur. Donc ça nous aide aussi à dire, OK, on a une vision à 3 ans, mais on sait déjà qu'elle sera fausse, quoi. Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast ? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode, j'échange avec Jean-Marc Philistorf, directeur de la société lausannoise créatrice de logiciels RH pour les entreprises. Dans cette partie 2, on a abordé plusieurs thèmes comme l'entrepreneuriat, ce que ça lui apporte en tant que personne. On parle du fameux why, du pourquoi. Il donne son avis sur la raison de faire ce qu'on fait, la mission et les valeurs. On parle de l'importance du changement pour lui et bien d'autres points. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec Jean-Marc et je vais certainement utiliser ce modèle d'entreprise car c'est pour moi un bel exemple. Je te souhaite un excellent épisode. Jean-Marc, dans la partie 1, on a parlé des différentes entreprises où tu étais, où tu es aujourd'hui. Tu es passionné par les entreprises à taille humaine. En 1990, donc je répète un petit peu ce dont on a parlé en partie 1, tu as géré, co-créé pendant 20 ans Geronimo, qui est passé de 2 à 90 employés. Aujourd'hui, tu as Gamadia, tu as vécu également d'autres expériences entrepreneuriales. Qu'est-ce que t'apporte l'entrepreneuriat de manière générale dans ta vie ? À chaud, je dirais beaucoup de soucis par moment, mais bien sûr aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de rencontres, beaucoup de challenges, beaucoup beaucoup d'évolution aussi. Chaque fois dans mes entreprises, on a beaucoup bougé, on évolue, l'entreprise elle évolue beaucoup. On n'est pas aujourd'hui comme il y a 2 ans ou comme il y a 5 ans. Et puis je suis sûr que dans 2 ou 3 ans, on aura encore bien changé, évolué. Ça ne veut pas obligatoirement dire qu'on a grandi, mais qu'on a changé, amélioré, essayé d'autres éléments. Et ça, c'est toujours passionnant, quoi, en fait. Donc c'est ça qui te passionne ? Ouais, et puis servir à quelque chose, en fait. Ce qu'on crée ici, ce qu'on fait tous les jours, ça répond à un besoin du marché, un besoin des clients. Avec chacun de nos produits, on fait évoluer, on améliore nos produits pour mieux répondre aux clients, pour qu'en fait leur vie soit améliorée. Donc j'ai vraiment l'impression que ça sert à quelque chose. Si tu enlèves un de nos outils chez un de nos clients, sa vie sera beaucoup moins agréable que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Donc ça montre l'intérêt de l'application, en fait. Donc on crée, ça c'est chouette de créer, co-créer ensemble, et puis on apporte de la valeur à nos clients. Quand tu as repris Gamadia, tu t'es posé les questions du fameux why, de la mission, de la vision. C'est des choses qui sont venues d'office ? Moi, je ne suis pas un bon client pour ces trucs-là. la vision, la mission, les valeurs, le purpose, le truc, le machin. Ça, c'est très important. Je ne suis juste pas très bon là-dedans. Je pense qu'il faut le faire. Par exemple, ça fait longtemps qu'on se dit on doit écrire nos valeurs, mais j'ai toujours peur qu'en écrivant une valeur, elles disparaissent. Qu'en fait, que dès le moment où tu la verbalises, elles ne soient plus là. Je pense qu'on a des valeurs très fortes dans la boîte, mais elles sont dans l'air, elles se vivent en fait. Et puis du coup, on les a pas écrites au mur et ça me fait peur de les écrire en fait. Donc là, on est en train d'écrire quelque chose, mais au lieu d'écrire les valeurs, on est en train d'écrire plutôt l'esprit de la boîte, un peu, c'est d'écrire qui on est, comment on décrit la personnalité de la boîte. Donc oui, mission, vision, tout ça, c'est important d'avoir une vision, c'est important de savoir où on veut aller. Mais j'ai aussi
quelque chose qui fait que je pense que c'est important d'évoluer au fur et à mesure et puis de prendre les opportunités et puis de ne pas avoir... je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont un goal hyper précis, ils font tout pour atteindre ce goal-là. Je suis plutôt à l'écoute des possibilités, des évolutions, à essayer, à rebondir, à changer, à itérer. Ça va aussi avec l'agilité, où on essaye des choses, on regarde et puis ça mord, peut-être ça amène à autre chose, etc. Puis ça me paraît plus intéressant. Et plus le plan est précis, moins il y a de la place pour tout ça. Donc il y a une part que certains pourraient dire d'improvisation, mais qui est quand même réfléchie. On sait où on veut aller avec nos produits, on sait ce qu'on veut faire avec Tipeee, avec le DSI ou avec Mooncare, mais pas précis au millimètre, pas précis. Plutôt, c'est une force, c'est une direction, et puis on fait ce qu'on doit pour aller dans cette direction. Mais cette direction est là. La direction est là, oui, elle est de mieux en mieux communiquée. Donc, je pense qu'on doit encore s'améliorer de ce côté-là. On a mis en place, il y a un peu moins d'une année, les OKR, Objective and Key Result, qui nous permettent d'avoir une vision enfin, chaque groupe, chaque équipe va décider de leur focus pour les 3 prochains mois. Et puis, ça donne des décisions bottom-up. C'est eux qui décident sur quoi ils vont mettre le focus. Mais pour les aider, on leur donne une vision à 1 année ou à 3 ans et en disant que vos objectifs doivent nous aider à aller dans cette direction-là, en fait. Donc la vision à 3 ans toute seule ne me parle pas beaucoup, et puis elle doit pouvoir beaucoup évoluer, etc. Mais c'est une tendance vers laquelle nos actions tous les jours peuvent aller et les OKR nous aident à aller dans ce sens-là. Tu as dit bottom-up, donc du bas en haut. C'est intéressant, je trouve, d'entendre une entreprise, et enfin, vous êtes certainement pas les seuls, mais à qui ça ne parle pas le why, la vision, la mission, parce que on en entend beaucoup parler. Donc on a l'impression, en tout cas j'ai l'impression qu'il faut absolument se fixer, enfin savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, la mission, la vision, et sinon ça ne va potentiellement pas fonctionner. À mon avis, le why est un développement personnel intrinsèque intéressant. Donc vraiment pourquoi en fait je fais ce que je fais. Tu vois, toi tu le sais. Tu vois, t'aimes l'humain, t'aimes coordonner, t'aimes créer. Donc tu vois, mais il y a certaines personnes qui ne savent pas. Et je sais pas, mais je te pose la question, est-ce que tu as fait un travail par rapport à ça sur toi-même, ou est-ce qu'il y a de l'introspection, ou Pas beaucoup, pas assez probablement. Mais attends, faut pas mal me comprendre. Le sens au travail est super important. Le sens de ce qu'on fait, il est super important. Je pense, j'espère que les gens viennent travailler ici avec un sens, avec ce qu'on apporte à nos clients. Mais ça se vit tous les jours. On fait en sorte aussi de communiquer en interne quand un client nous remonte un problème. Bien sûr que ça revient assez facilement, mais quand il nous remonte quelque chose de positif, quand il y a des fois des utilisations de nos outils qui sont un peu différentes de celles qu'on avait prévues, c'est super intéressant. Donc on partage ça. Quand je sais pas, on met une nouvelle fonctionnalité en route, on va partager ensuite les remontées des clients sur l'intérêt de ces nouvelles fonctionnalités. Ce que tu as dit tout à l'heure sur la gestion des piquets, je suis sûr que ça fera plaisir à un certain nombre de gens chez nous, et j'en profiterai pour en parler lundi. Donc le sens est très important. À quoi ça sert, à quoi on sert, c'est super important. Sinon ça ne sert à rien de venir. Et je pense c'est une des forces qu'on a, c'est que les 3 outils qu'on développe amènent toujours un intérêt à l'humain, en fait. On travaille beaucoup plus avec les humains qu'avec les chiffres. Donc c'est plus facile, en fait. Si on facilite quelque chose, on va faciliter la vie de dizaines de milliers de personnes. Et c'est un vrai plus. Et ça, c'est le sens de notre travail de tous les jours, en fait. Donc ce sens-là, il est super important. La raison d'être, le pourquoi on vient ici, il est super important. On ne veut pas des gens qui soient des robots puis qui viennent juste coder ou qui viennent juste répondre à nos clients. Ça n'a aucun intérêt. Donc on parle beaucoup du sens en interne. On parle beaucoup de ce qu'on apporte. Maintenant, de poser ça par écrit,
c'est là que j'ai un peu plus de peine Mhm. de figer une mission, une vision. Mais oui, la raison d'être, elle est super importante. Est-ce qu'il faut Ouais. l'écrire comme on essaie de nous le faire faire? Là, j'ai plus de peine, en fait. Ok, ouais, donc ok, ouais, je comprends mieux. Euh, mais donc, ouais, la raison d'être est claire. Vous la vivez, vous la ressentez. Après, c'est la partie formelle, ou, je sais pas, formalisation Mhm. Mhm. qui te paraît peut-être un petit peu trop. Ouais, c'est un peu comme les valeurs. Si tu écris sur le mur, Après, ici c'est on est figé, et honnête, puis... moi ça me donne envie d'être malhonnête. Et puis c'est un peu rabaissant, c'est un peu. Enfin, ça sert à rien, quoi. Alors, en plus, c'est pas une valeur c'est une valeur intrinsèque, c'est pas. Mais plus on verbalise, plus on doit formaliser tout ça, plus ça s'effrite. C'est en tout cas ce que je ressens, en fait. Mais je suis aussi conscient que pour des gens, c'est important que ce soit verbalisé pour qu'on ait une compréhension commune de là où on va. Et alors l'agilité nous aide là-dedans parce que l'agilité fait qu'on peut parler de quelque chose et on peut le changer par la suite. On peut itérer, on peut modifier, on peut faire faux. On a le droit à l'erreur. Donc ça nous aide aussi à dire, OK, on a une vision à 3 ans, mais on sait déjà qu'elle sera fausse, quoi. Donc on l'a pour nous tirer dans un sens, mais ça va évoluer. Et on vit tous avec ce principe que les choses sont jamais figées, quoi, en fait. Ok. Et à part tout cet aspect entreprise, est-ce que tu as des passions ou des activités extra-pro? Euh, Plein de passion et pas de passion. En fait, je m'intéresse à plein de trucs. J'aime le changement, la nouveauté, j'aime découvrir. Donc, il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais je n'ai pas une passion dans laquelle je suis à fond. Euh, donc, je suis un peu un touche-à-tout, en fait. Je suis plutôt un généraliste qui, qui, qui aime plein de choses, en fait. Euh, mais parmi les choses que j'aime beaucoup en ce moment, c'est la montagne, sous un peu toutes ses formes. Beaucoup de randonnées en couple, en famille, ou j'ai un ami avec lequel on a fait quelques expéditions assez puissantes, assez sympas. Comme quoi? Bon, on a fait quelques 4000 dans les Alpes ici, et puis Ok. on a fait le Kilimandjaro Ah il y a ouais, quelques années, juste avant le Covid. Donc ça, c'était des super aventures. Et puis c'est aussi, ça te tient en forme, donc c'est c'est pas clair. mal. Le VTT en montagne, le ski aussi. Ouais. Plutôt activité en dehors et de montagne. Ouais, montagne, le lac, l'eau, ouais, j'aime bien. Ouais. Tu as dit que donc tu aimes le changement. Bon, là, voilà, tu as parlé de la montagne. Bah, effectivement, c'est un changement, en tout cas dans sa routine. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre pour le changement? Mais en fait, je crois que je cherche le changement partout, ce qui fatigue parfois les gens autour de moi. Mais je vais jamais manger 2 fois dans le même restaurant, par exemple. Jamais, jamais? Non, pas jamais, jamais. Non, je pense qu'il faut aller 2, 3 fois pour savoir, pour découvrir si c'est vraiment un bon restaurant, enfin si c'est quelque chose qui nous plaît. Mais retourner toutes les semaines dans le même restaurant, parce que c'est quelque chose qui m'ennuierait passablement. Donc j'aime plus aller découvrir, prendre le risque d'aller découvrir une autre table, et puis quitte à être déçu plutôt que de revenir toujours au même endroit. Donc c'est un peu une manière de faire. J'aime bien aller découvrir une nouvelle ville si on part en week-end, plutôt que de retourner toujours dans la même ville, etc. Donc c'est un peu ce mouvement de, de découverte, en fait. Et pourquoi? Je crois que c'est dans mon caractère, en fait. C'est peut-être ce que j'aime bien dans l'entrepreneuriat aussi, c'est que chaque journée est un peu différente, chaque problème qui arrive sur la table est surprenant, et puis plein de challenges, et puis plein d'opportunités, et c'est chaque fois différent et nouveau, quoi, en fait. Je te pose la question pourquoi parce que je me vois un petit peu dans ce que tu dis. Pas autant parce que je suis de Neuch, hein, donc en termes de resto, on en a un peu moins qu'à Lausanne. Mais par contre, pour les villes, les vacances, moi je me dis, le monde est tellement grand.
pourquoi aller dans le même pays chaque fois, et c'est sans jugement aucun. Il y a des personnes qui vont à chaque fois au même endroit, à la même ville, chaque été. Et puis je me dis que c'est dommage, on se ferme alors qu'on a le potentiel d'ouverture d'esprit qui est énorme. Et donc voilà, c'est pour ça que je te posais la question pourquoi. Moi, je vais chercher l'émotion en fait. Donc si je retourne toujours au même endroit, finalement, si je sais à quoi m'attendre, j'aurai moins d'émotion. Donc si je veux chercher l'émotion dans un nouveau lieu, une nouvelle rencontre, etc., une nouvelle discussion, ça sera bonne ou mauvaise émotion, mais ça sera de l'émotion. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Donc effectivement, je comprends plus difficilement ceux qui refont toujours la même chose. Je donne un exemple. Je me suis inscrit pour aller faire un jeûne. Dans quelques semaines, je pars une semaine faire un jeûne avec du thé le matin et puis un bouillon le soir. En Suisse ? En Suisse, oui. Où ça ? En Valais, à Nax. Ouais, ok. J'ai une peur bleue d'aller là-bas parce que ça ne me correspond pas du tout. Okay. Moi, j'aime manger, j'aime bien tout ce qui tourne autour. Cool. Et puis là, tout d'un coup, mais ça fait des années que je me dis, j'ai des gens autour de moi qui le font, puis je me dis, c'est bizarre, je ne comprends pas tellement pourquoi, mais ça m'intrigue. Et puis je me suis lancé et je suis embarqué dans cette aventure. Donc, ouais, c'est bizarre, mais c'est une nouveauté. Et puis on verra si ça me plaît, ça m'apporte quelque chose ou pas, quoi. Mais je ne pense pas du tout refaire ça chaque année. Après, on verra, peut-être ça sera le cas, mais je ne pars pas dans l'idée que c'est une nouvelle routine, au contraire, quoi. C'est un essai. C'est très important, selon un épisode que j'ai eu avec Solange Denervaux, qui est une neuroscientifique du CHUV, où on a parlé de plasticité, donc des neurones, enfin du cerveau. Le changement est très important. Donc, tu vois, toi, d'une certaine façon, bon, alors tu as dit c'est ton caractère, mais tu travailles ton cerveau en faisant ce genre d'activité ou de changement. Et selon elle, et j'avais déjà entendu ça, mais c'est hyper important de parfois casser ses routines, changer d'environnement, faire une chose, une activité dont on n'a pas l'habitude de faire. Et là, c'est intéressant que tu ailles faire cette expérience alors que de base, tu n'irais pas du tout. Tu vas faire du yoga, tu vas tirer à l'arc, tu vas faire des trucs comme ça. Ouais, exactement. Ouais, exact. Ouais, j'ai déjà un petit peu regardé. Moi, j'ai eu une phase où je jeûnais 24 heures chaque semaine, une phase assez longue, 1 an je crois, ou 1 an et demi, quelque chose comme ça. Après j'ai fait du jeûne intermittent, bref là je fais plus pas, je m'entraîne tôt le matin donc je mange après, enfin bref. Mais ça me dirait bien aussi de faire une semaine de jeûne où tu es suivi, il y a toute une structure qui est faite pour. Il y a aussi, j'ai entendu parler je pense tu pourras le mettre dans ta liste, comment on dit, ta bucket list, 1 mois de silence. Dans un monastère, je ne sais plus trop où. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour. Ouais, 1 mois, ça me fait très peur. Mais peut-être quelques jours déjà. Ouais, c'est vrai, quelques jours. Ouais, je me rappelle quand j'ai fait l'armée, je voulais absolument faire 3 jours de cachot. Ça m'aurait vraiment, l'expérience m'aurait intéressé. 3 jours avec 0 stimuli autre que toi tout seul, ça m'intrigue. Ouais. Donc 3 jours, oui, 1 mois. Je pense que tu dois pouvoir trouver 3 jours. Ouais. Si vous avez une idée pour me mettre 3 jours au cachot, je suis partant. On verra la communauté si elle répond. Exactement. Et donc on parle de changement. Est-ce qu'il y a... Comment est-ce que tu te développes, toi, pour continuer à apprendre ? Je te pose cette question parce que quand on s'était vu via Zoom la première fois, je dis Zoom, mais c'était Teams ou je sais plus, peu importe. Je t'avais posé la question par rapport au Alt MBA que tu avais fait parce que tu es la première personne que j'avais vu qui avait fait le Alt MBA. Le Alt MBA, je pense, une formation de Seth Godin que j'avais vue et qui m'avait juste interpellé. Et donc, j'ai trouvé hyper intéressant que tu l'aies fait. À part ce Alt MBA, bon, tu peux aussi... donner un petit peu ton expérience par rapport à ce Alt MBA. Comment est-ce que tu fais d'autres pour continuer à te développer ? Donc je dis d'autres parce que ça t'a, à mon avis, aidé à te développer personnellement, professionnellement.
Est-ce que tu as d'autres façons de développer? Alors, LTMBA, c'était typiquement une expérience en fait. C'était vraiment, ça m'intriguait de savoir comment j'allais pouvoir vivre aussi intensément cette expérience. C'est un mois quasiment non-stop. On a des projets qui commencent à 6 heures le soir, qu'il fallait livrer à 2 heures du matin. Le lendemain, il fallait critiquer 3 projets de 3 autres groupes. Le lendemain soir, il fallait retravailler le projet de 6 heures du soir à 2 heures du matin. Et puis le surlendemain, il y a un nouveau projet qui commençait. Et les projets, ce n'étaient pas des petites choses, donc il fallait vraiment être hyper efficace, hyper concentré. On travaillait en groupe, chaque semaine les groupes changeaient. Enfin, c'était vraiment hyper intense. J'ai vu presque personne pendant un mois. J'ai levé le pied au niveau boulot, j'étais à 50-60%, et puis le reste du temps, je faisais que ça. Donc c'était une super expérience, et puis effectivement, j'ai appris beaucoup humainement et sous plein d'aspects différents autour de leadership, marketing, etc. Pourquoi juste, tu sais le nom, pourquoi Alt MBA? Alternative MBA, okay, c'est un peu l'idée de sortir des sentiers battus. S'il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, il y a un rythme, il y a des sujets qui sont donnés l'un après l'autre, et puis tu crées avec un groupe, tu te fais évaluer par tes pairs, donc c'est une autre manière de faire les choses sur des sujets qui sont des sujets que tu peux trouver dans un MBA, mais c'est pas comparable, c'est des choses différentes quoi, en fait. Mais donc je pense que c'est un jeu de sa part. Donc ça c'est une chose. L'autre chose c'est IO qui me permet beaucoup d'évoluer sur différents sujets dans les échanges, puis après ça t'envoie sur des pistes de lecture, des choses comme ça. Je lis moins qu'avant, mais je lis un peu. J'ai quelques bouquins qui m'ont pas mal influencé. Un qui me vient à l'esprit, c'est Rework de 37 Signal, qui est une boîte qui fait du dev de soft, mais qui a un petit bouquin, quelques bons principes simplement posés, qui sont bons pour la tête, qui sont des fois contre-intuitifs, mais super intéressants. C'est un bouquin que je conseille. Ça bouscule un peu, mais c'est sympa. De qui, tu sais? La boîte s'appelle 37 Signal, et puis... j'ai pas les noms maintenant. C'est deux fondateurs de la boîte qui ont écrit ça. Ils ont écrit d'autres bouquins aussi intéressants. Et puis après, beaucoup aussi ici en interne avec des inputs que les gens amènent. Je prends l'exemple des OKR, ou des cercles, c'est des choses qu'on a entendues, vues, on s'est renseigné, on a plongé dedans et puis on a creusé, on a regardé, cherché des témoignages, etc. avant de décider comment on allait implémenter ça chez nous, quoi, en fait. Donc, ou un autre exemple, on a transformé notre évaluation annuelle. On avait un système d'évaluation annuelle qui était assez bien fait, qui était un point où on faisait un peu un bilan avec la personne, on regardait les objectifs, les futurs objectifs, on faisait une évaluation mutuelle, c'était intéressant. Et puis c'était insupportable, parce qu'on mélangeait un peu tout en même temps, parce que c'était un feedback qui n'était pas toujours donné par les bonnes personnes, et puis du coup, en même temps on parlait de salaire, donc c'était un mélange des genres qui faisait que tout ça n'arrivait pas au résultat qu'on souhaitait, donc on a éclaté ça en 3 moments différents, et puis on a sorti la partie feedback en créant ce qu'on appelle les moments de feedback. Donc ça c'est quelque chose qu'on a en étudiant un peu, en lisant différents bouquins, Reinventing Organization de Laloux, par exemple. Je suis en train d'écouter là en ce moment. 2-3 pistes intéressantes là au milieu, et puis 2-3 expériences qu'on a entendues à gauche à droite. On a créé notre manière, notre moment de feedback en interne, où en fait on fait un feedback par les pairs 2 fois par année. Chacun d'entre nous, on doit demander à 3 ou 4 personnes de venir nous donner un feedback en même temps pendant 45 minutes. Donc c'est assez court, assez intense. Et puis chacun autour de la table va donner un feedback sur le passé, ce qu'il a aimé dans la collaboration dans le passé. Donc on doit choisir des gens avec qui on collabore, hein, ça peut être varié dans l'entreprise, c'est pas obligatoirement. Tu peux choisir qui tu veux, mais tu dois avoir collaboré avec cette personne ces derniers mois, quoi, en fait. Donc ces personnes vont te donner qu'est-ce qu'ils ont apprécié chez toi ces derniers mois. Donc ça renforce, ça met en valeur les éléments. Tu vois comment tu es perçu
du côté positif. Et puis ensuite, ils vont dire ce qu'ils attendent de toi pour les prochains mois. Si on continue à collaborer ensemble, moi, j'aimerais plus de ça, j'aimerais moins de ça, j'aimerais que ça se passe comme ça, etc. Puis du coup, ça te donne des pistes pour évoluer aussi pour la suite. Donc on a pas mal travaillé sur la manière de présenter ça, et puis c'est une sorte de cadeau que les uns font aux autres pour grandir, en fait. Et puis c'est un moment un peu particulier. C'est assez rare dans la vie d'avoir tes pairs qui te donnent un retour bienveillant, mais franc et constructif. Et puis c'est chouette. Donc ça vient de différentes pistes. Et puis après, on a mélangé tout ça pour créer un truc à notre sauce, quoi, en fait. Et ce feedback, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a de la retenue? Non, oui et non, c'est égal. C'est mieux que rien. Ouais. C'est mieux qu'un feedback parce que quand ton chef te donne un feedback, parfois ton chef a été écouter les feedbacks des autres avant de les retranscrire. Donc c'est pas du feedback direct, c'est difficile à entendre. Si dans la même séance on parle de salaire, c'est encore plus difficile à entendre, etc. Et puis si on se rendait compte qu'on pouvait donner plein de feedbacks positifs à la personne, puis quelques critiques ou zones d'amélioration, et puis la personne, elle ressortait avec que ça en tête. Elle avait oublié tout ce qui était positif, puis elle gardait que le négatif, en fait, ou sur qu'elle devait s'améliorer. Puis ça crée du stress chez les gens, en fait. Là, maintenant, avec les moments de feedback, l'approche est différente. C'est vraiment tes pairs qui sont les mieux placés pour te dire ce qu'ils attendent de toi, et puis ce qui va bien chez toi. Donc, c'est bienveillant, mais c'est franc, c'est constructif. C'était les premiers. On a fait ça maintenant, donc c'est tous les 6 mois, ça fait 2 ans et demi, je pense. Du coup, on a quelques expériences maintenant. Et puis, ça s'est toujours relativement bien passé. Quelquefois, on a entendu que c'était peut-être un peu insipide. Puis du coup, on pousse un peu maintenant pour donner un peu plus de caractère, et puis être un peu plus franc, en gros, sur les attentes pour la suite, quoi, en fait. Ok. Et puis, il y a quelqu'un autour de la table qui note, chacun son tour, note les mots-clés que les autres ont donnés. Et puis la personne part avec ce document, avec quelques mots-clés positifs d'un côté. Il y a une ligne au milieu. À gauche, il y a tous les retours positifs. Puis à droite, il y a toutes les attentes pour la suite. Et puis la personne part avec ça. Et puis ça lui appartient. C'est confidentiel. Il n'y a rien qui sort de cette séance. Ça ne remonte pas nulle part. Il y a pas de... C'est vraiment que pour la personne. Et puis elle en fait ce qu'elle veut, en fait. Et oui, je pense que c'est un vrai plus. Pour stimuler la communication entre les gens, parce que c'est pas, on veut du feedback toute l'année, on veut pas du feedback qu'à ce moment-là, mais c'est un moment quand même de bilan et d'arrêt, où on peut, d'arrêt sur image comme ça, où on peut s'asseoir et prendre un moment pour partager, quoi. Okay. Et non, les choses se disent. Moi, je pense que de plus en plus. Donc ça sert, en fait. Celui qui veut, il peut prendre beaucoup de choses là-dedans. Ok. Tu as mentionné notamment 2 ressources. Rework. D'ailleurs, je l'ai lu il y a 2 ans. Donc, il faudrait que je relise. Je me souviens pas je me souviens de quelques concepts. Il parle pas mal de productivité, il me semble. Mais c'est des bons principes, en fait. Ouais. C'est des choses. Ce qui me vient en tête, c'est par exemple SAP is poison. Tout de suite. Aussi vite que possible, c'est poison. As soon as possible. As soon as possible, c'est quand tu donnes un délai, quoi. Clarifie, il faut que les deux parties comprennent. Ça veut dire quoi rapidement? Ça veut dire quoi aussi vite que possible? Parce que sinon, ça crée du stress chez tout le monde, et puis c'est pas sain. Donc, et puis est-ce que vraiment aussi vite que possible, c'est toujours nécessaire? Je pense pas. Donc ça m'a fait réfléchir, par exemple, sur le rythme auquel on doit relever nos mails ou nos Slack, etc. Donc, quand on a un nouveau collaborateur qui arrive, on clarifie ça avec lui, on lui dit ce qui est attendu dans le rythme de la collaboration aussi, pour ne pas créer du stress au mauvais endroit, quoi, en fait. Voilà, c'est le genre de principes qui sont intéressants, quoi. Vous communiquez en interne avec Slack? Ouais. Est-ce que c'est une problématique de ne pas avoir Teams vis-à-vis des clients? Vous avez des clients qui sont très suite Microsoft? Oui, une bonne partie de nos clients, je pense, mais ça n'a pas de
Aucun pas impact. d'influence pour nous, non. Si eux vous envoient des invitations Teams. Alors, pour tout ce qui est conférence à l'extérieur, on utilise tous les outils du marché. Et puis, Ça fait que vous avez des licences Teams ou bien? non, mais on est invité par nos clients dans Teams. Ok. Et puis, Et puis, nous, on les invite soit dans Zoom, soit dans Slack, soit dans Meet. Ouais. Google Meet, souvent Google Meet. Et puis, Infomaniac, ça... ah ouais, on collabore aussi avec eux. Ouais. Puis utiliser la suite, tu sais, ils ont une suite Ouais. K là. Ouais. Vous avez regardé un petit peu? Ouais, c'est top. Aujourd'hui, on l'utilise partiellement, mais pas complètement, mais c'est super. Ouais. C'est un super outil. Ouais. Non, c'est chouette. C'est bien ce qu'ils font, c'est très bien. Ils utilisent Tipeee en plus. Donc, Ah ouais. parfait. Ah ok. Ouais. Non, non, et puis eux et nous, on est mécènes de l'école 42. Oui. J'ai vu, vous avez un t-shirt en Ouais, arrière là. et puis, Ouais. du coup, on se croise aussi dans ces événements Ok. 42. Donc, non, c'est des chouettes acteurs sur le marché. Ouais. Et puis, on utilise leurs outils à différents niveaux, pour des transferts, pour des conférences aussi parfois, etc. Ouais. Tu connais le CEO? Ou pas? Oui, je l'ai croisé, oui. Ouais. Ok. Moi, je te pose une question après. J'aimerais bien l'inviter sur ce podcast. Ok, Il me répond pas sur LinkedIn. d'accord. Bon, j'ai pas assez insisté. Parce que certains, j'assiste jusqu'à qu'ils me disent. Parce que, tu vois, parfois, je pose la question, on me répond pas, je relance, on me répond toujours pas, et je continue jusqu'à qu'ils me disent soit oui, soit non. Mais tant qu'on me dit pas non, ben, moi, je continue à poser la question. Tu vois. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc, je disais, tu as cité deux ressources. Est-ce qu'il y a d'autres sources que tu recommandes régulièrement, que ce soit chez Gamadia, avec tes amis, la famille, au sein de IO? Quand je dis ressources, c'est livres, c'est documentaires, c'est peu importe. Oh, tu me prends à froid. J'ai rien qui me vient à l'esprit maintenant. Bon, tu as cité Rework, tu as cité Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Ouais, il y a plein de bonnes lectures. J'ai sur mon bureau maintenant un livre de Julia de Funès, qui est philosophe française. Celui-là, le dernier, je ne sais plus son titre. Okay. mais le dernier. Ouais, okay. Le dernier que je n'ai pas encore lu, mais que je me réjouis de lire. Elle a des positions intéressantes. Je l'ai lu en conférence dernièrement et je trouve intéressant. Donc voilà, c'est le genre de lecture inspirante à mon avis. Ok. Et j'ai un concept où je pose une question. Enfin, c'est un invité ou une invitée qui pose une question pour un futur invité. Et donc là, la question est en lien avec la musique. Donc pour les gens qui me suivent, je pense qu'ils sauront qui est la personne qui pose cette question. Quel est l'artiste ou le groupe que tu as le plus écouté durant ton adolescence? J'ai eu une adolescence où j'ai pas mal changé de style vestimentaire, de style de musique, etc. Et puis, j'ai écouté 1000 trucs. Je crois que ça fait partie de ce côté un peu touche à tout, où j'ai pas eu un groupe sur lequel j'ai tout mon focus tout le temps, où j'ai tous les disques, etc. Mais j'ai plutôt papillonné sur 1000 trucs, 1000 styles différents. Je passais du hard rock au rockabilly, au trip-hop, à tous les styles. Mais... Il y en a un qui t'a marqué? Un ou une? Tu continues à écouter aujourd'hui ou... Ouais, une qui me vient à l'esprit, c'est Kate Bush. Je connais pas, pour être sincère. Je viens de voir, elle est réapparue dans la série Stranger Things. Ah, d'accord. Et puis, c'est la première femme à dépasser le milliard de vues sur Spotify, milliard de lectures sur Spotify. Okay. J'ai vu ça il y a 2-3 semaines. Mais ça a un peu bercé mon adolescence. Ouais. Va écouter, c'est bien. Ouais, je vais regarder. Et c'est vrai que Puis un autre groupe qui me vient à l'esprit, mais c'est pas l'adolescence, c'est plus tard, c'est Gorillaz. Okay, un groupe que j'aime bien, qui est péchu, qui est très varié, très différent d'une chanson à l'autre, qui a un style visuel aussi qui est hyper cool, qui me plaît bien. Et qu'est-ce que tu en as tiré de cette période musicale où tu as changé, là, les deux que tu as cités? Beaucoup d'émotions. Puis des moments un peu comme ça
à l'intérieur, un peu. J'ai beaucoup écouté avec mon Walkman à l'époque, et puis aujourd'hui beaucoup aussi avec le casque. Je trouve que c'est le bon moyen de vraiment sentir la musique et profiter. Ouais, c'est des moments qui peuvent être internes, comme je viens d'expliquer, un peu des moments de calme, des moments d'introspection un peu, et puis aussi des moments de partage après. J'aime bien toujours avoir de la musique quand on a des amis, quand on a toujours un fond musical assez cool, c'est chouette. Jean-Marc, j'ai une dernière question pour toi, parce qu'au niveau timing, on arrive gentiment à la fin. Qu'est-ce que le succès pour toi? C'est pas très important en fait. J'ai plutôt envie de répondre sur le bonheur que le succès en fait. Le succès. C'est le bonheur? Non. Tu vas me faire changer ma question. Non, tu poses toujours cette question? Tout le temps. Ah, mais non. C'est ma dernière question. Mais non, j'ai écouté 2-3 de tes podcasts, mais jamais jusqu'au bout. Ah, bah voilà, tu vois. Je me suis fait avoir. Qu'est-ce que le succès Mais pas... de s'en foutre, c'est une question. Hein. Ouais, c'est une réponse, je veux dire. Non, mais je dirais que dans l'entreprise, si je reste sur ce thème-là, pour moi, un succès, c'est quand je vois quelqu'un qui grandit, qui passe un cap, qui évolue, quand on a, comme la boîte a grandi, on a des nouveaux jobs, on a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, ceux qui sont là peuvent grandir focaliser sur des sujets qui les passionnent, et puis du coup, grandir sur ces sujets-là. Je trouve que quand on arrive à évoluer ensemble, à faire grandir des gens, je trouve que c'est chouette quand on peut donner sa chance à quelqu'un, et puis qui prend cette chance, et puis que derrière on se retrouve avec une réussite. Je trouve ça c'est un succès pour moi. Ok. Est-ce que tu as d'autres points avant qu'on clôture définitivement cet épisode? Non, je te remercie. C'était une expérience intéressante, sympa. Merci à toi. La première fois qu'on avait parlé, j'avais pas encore, sauf erreur, donc en juillet 2020, j'avais pas l'idée du podcast. C'est venu un petit peu après. Mais je me souviens que je t'ai rappelé en disant que j'allais lancer un podcast, et j'avais rien, j'avais pas de matériel, j'avais rien du tout. Et tu m'avais dit j'ai pas trop chaud quoi pour ce genre d'exercice. C'est vrai. Et puis tu vois, finalement 2 ans et demi plus tard, nous voici, qui plus est dans les locaux de Gamadia. Donc, merci de nous avoir accueillis ici. Merci à toi d'avoir insisté. C'est vrai que je n'aime pas toujours ces exercices, mais c'était un moment sympa. Je te remercie. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube, et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.